Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job. Aujourd'hui, Act Your Wage. Est-ce que vous avez entendu parler de cette expression? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'expressions anglaises ou américaines qui arrivent. On parlera de cette négociation, ce désir de négocier son salaire. On en parlera avec Claire Vallès. Elle est spécialiste de l'onboarding et manageuse chez Assess Fit. Smart et Réglo, les mesures dédiées aux seniors. On en parlera avec Étienne Pujol, qui est avocat spécialiste en droit du travail au cabinet Berilo. Et puis un grand entretien aujourd'hui dans le Cercle RH pour parler de l'état du marché du travail. On en parlera avec Roland Gomez, qui est le PDG de Proman, qui est un des leaders français du recrutement et de l'intérim, entreprise familiale. On parlera des jeunes, des seniors, et puis aussi du marché de l'emploi. Comment se porte-t-il ce marché de l'emploi? Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission, la gestion RH des hauts potentiels. Et on fera le point avec Clara Leparquet, elle est CEO de MTH Coaching. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle aujourd'hui d'une expression qu'on va essayer de vous décrypter évidemment avec notre invité, Act Your Wage, quand les candidats veulent fixer leur rémunération. Alors on parle beaucoup de ce débat des rémunérations et on en parle avec Claire Vallès. Bonjour Claire. Bonjour. Spécialiste de l'onboarding et manageuse ou manager chez Assess First, faut-il bien le dire, il y a beaucoup de mots anglais comme ça à gérer pour mon cerveau. D'abord un petit mot comme Assess First, c'est du recrutement prédictif. Exactement. C'est de l'IA. C'est du recrutement prédictif en fait. Donc l'idée, c'est de permettre à chacun d'être aligné en fait sur son job par rapport à sa personnalité, ses motivations et son niveau de raisonnement. Et donc l'idée, c'est vraiment de garantir la performance et également l'engagement en poste. Alors là, on va cheminer avec vous sur l'escalier des anglicismes qui arrivent comme ça, qui arrivent par bateau ici, qui arrivent en France. On a eu le quiet quitting qu'on a largement développé, qui était, pour le dire simplement, je fais le strict minimum par rapport à ce qu'on m'a demandé, j'en fais pas plus. Exactement. Voilà, une sorte de démission silencieuse. Et puis là arrive l'Act Your Wage. Qu'est-ce que ça veut dire littéralement Act Your Wage ? En fait, déjà, c'est un mouvement de revendication des salariés. Et en fait, c'est un mouvement qui est né sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, il faut bien remettre aussi ça dans son contexte. Derrière, il y a un hashtag Act Your Wage qui a été du coup mis justement sur TikTok et qui a comptabilisé 300 millions de vues. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Et en fait, le principe, il est simple, c'est d'agir selon son salaire. Donc, c'est de faire uniquement et strictement ce pour quoi on est payé. Après, bien sûr, il y a une volonté de faire plus en gagnant plus. Et derrière, il y a des revendications qui sont liées du coup à l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Et puis, il y a également du coup effectivement le fait de revaloriser son salaire. Mais ça veut dire qu'il y a un écho assez proche du quiet quitting. C'est-à-dire en disant, moi je pars dans le principe que je fais du quiet quitting, mais si vous me donnez plus, je peux peut-être changer de formule. C'est un peu ça qui se passe. En fait, pas forcément, parce que sur le quiet quitting, on est vraiment sur de la démission en fait silencieuse. Donc vraiment le fait de faire le strict minimum. Ici, on est plus sur un mouvement quand même positif. En fait, on est sur une dynamique qui vise quand même à chercher finalement à faire plus. Moi je suis recruteur, je vous reçois et vous avez le hashtag Act Your Wage. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça fausse un peu la relation avec le DRH ou le recruteur? Parce que quand je vous vois arriver, je sais déjà que vous avez le tampon et que vous êtes dans ce mouvement et que ça va être compliqué. Est-ce que ça ne me démotive pas à vous embaucher ? Après, en fait, c'est aussi une nouvelle vision et c'est pour ça que ça doit faire partie aussi des préoccupations RH. Ce sont des jeunes, globalement, qui portent relativement ce message. Et donc, c'est un nouveau rapport au travail aussi. Et derrière, ça touche effectivement à cette notion, et vous l'avez superbement bien dit, à cette notion d'engagement. En fait, là, Act Your Wage, ça se fixe, en fait, vraiment, ça se focalise sur le rapport contractuel qui unit un salarié avec un employeur. Mais qui dit, globalement, vous m'avez fait signer un contrat pour un travail, mais ce travail ne correspond pas à la rémunération que je reçois. Exactement. On est d'accord, c'est bien ça. Donc c'est vraiment une volonté en fait de justice, derrière également d'équité, et derrière aussi, en fait, au-delà effectivement de ce salaire et de cette fiche de poste, il faut aussi justement se dire que si on veut pas que le salarié ne voie juste en fait son travail que comme l'accomplissement d'un contrat, il faut aussi le voir comme autre chose qu'une simple ressource humaine qui peut être remplaçable à la moindre occasion. Et donc, du coup, c'est aussi cette réinvention de la notion de l'engagement finalement au travail qui a tout simplement
Donc, ça veut dire que c'est un mouvement. Quand vous dites mouvement, on y voit évidemment une sorte de notion politique. Il y a quelque chose de très politique dans cette démarche. Ça agit comment? Est-ce qu'on revendique dans un bureau qu'on est membre de Act Your Wage, ou on le dit simplement dans son réseau en disant « j'ai eu un entretien RH, je ne me suis pas laissé faire et j'ai quand même beaucoup bataillé sur cette question du salaire ». Comment ce mouvement se manifeste au-delà des réseaux sociaux? En fait, effectivement, les réseaux sociaux, c'est un canal quand même d'expression assez personnel. Et ici, ça devient un canal aussi d'expression professionnelle. Oui. Donc l'idée, en fait, c'est effectivement de parler de son vécu pour obtenir après, par contre, clairement des changements en fait dans son quotidien. Mais ça veut dire, Claire, pour aller un peu plus loin de ce mouvement qui part de la base, qui part de ces jeunes qui sortent d'école, parfois on leur a fait croire monts et merveilles en sortant des écoles, en ouvrant le journal et en disant mais je suis à 35 000, 40 000, puis finalement ils arrivent dans l'entreprise et ils déchantent. C'est ça qui se passe? Alors, je pense qu'ils ne déchantent pas forcément, mais en tout cas aussi, il faut savoir que les jeunes, quand même, ils sont les plus touchés parce qu'en fait, souvent, les employeurs, ils leur demandent un surinvestissement pour pallier à leur manque d'expérience. Et derrière, en fait, les jeunes, vraiment, ce sujet d'équilibre vie pro et professionnelle, il est super important pour eux. Il y a des études qui ont montré justement qu'il y a 88% des moins de 35 ans pour qui c'est essentiel d'avoir une frontière entre vie professionnelle et vie personnelle. C'est intéressant. Vous soulevez un sujet parce qu'il y a un vrai débat aujourd'hui qui traverse les RH et le monde de l'entreprise. Les RH ne savent plus si c'est le débat vie pro, vie perso qui est en jeu ou si c'est d'abord le salaire qui compte. Et là, quand je vois votre mouvement Act Your Wage, on voit bien que c'est un rapport au salaire. Donc, qui est dealé, si vous ne me donnez pas plus, laissez-moi plus de temps libre. C'est un peu ça le deal aussi. Exactement, tout à fait. Après, derrière, il y a vraiment deux revendications. C'est la transparence, en fait, et l'équité. Donc derrière, il faut y voir vraiment quelque chose aussi au regard de la justice. En fait, on a juste envie d'un monde du travail finalement juste pour tous. Et puis effectivement, il y a cette notion quand même d'équilibre vie professionnelle et vie personnelle, avec la volonté quand même de mettre des limites, en fait, pour finalement aussi éviter des phénomènes de burn-out ou d'épuisement professionnel. Il faut aussi savoir que le burn-out, c'est quand même quelque chose qui est malheureusement maintenant connu et répandu. Chez les jeunes aussi, vous qui avez un regard aussi sur ce marché, les jeunes aussi sont touchés par ça? Alors oui, potentiellement, pour le coup, ça touche tout type, toute façon de population, et d'autant plus potentiellement les jeunes qui peuvent un peu surcompenser en fait leur manque d'expérience par un investissement fort. Quelque part, vous êtes la porte-voix parce qu'il y a le quiet quitting, il y a le quiet firing, et puis il y a là Act Your Wage. Vous êtes aujourd'hui un peu le porte-voix à travers Assess First, mais ces jeunes, en fait, ils disent quoi? J'ai pas envie d'être exploité pour un salaire qui n'est pas à la hauteur de mon travail. C'est ça le débat. C'est un vieux sujet, en fait. Complètement. En soi, ça, c'est pas une réinvention, on va dire, complète de la vie d'un salarié. C'est juste le fait d'en parler et d'évoquer ces problématiques, en fait, tout simplement au grand jour. Mais ça veut dire que les DRH sont connectés et ont compris, et à travers vous et à travers d'autres d'ailleurs, qu'avec ce hashtag, il y a vraiment un mouvement de fond qui est en train de monter et qu'ils ne peuvent plus négocier, vous qui vous occupez de l'onboarding, ils ne peuvent plus négocier de la même manière. Effectivement, après aussi, ce que ça met en relief, c'est justement d'autres façons aussi de faire professionnellement parlant et des façons de faire très concrètes. Typiquement, par exemple, la transparence vis-à-vis des salaires. C'est pas quelque chose encore qui est complètement démocratisé, mais c'est une attente clairement qui se développe. Qu'on voit qui gagne quoi, et à compétences égales et à poste égal, parfois on voit des différences. Exactement, tout à fait. Et ça, en fait, ça permet aussi de réduire des inégalités salariales entre les générations, mais aussi finalement entre les hommes et les femmes. Bien sûr. Et derrière, on retombe bien sûr sur le fait que, à poste et à profil égal, en général, les homologues forcément masculins en tant que cadres, ils gagnent 7,4% de fois plus que leurs homologues féminins. Donc ça permet aussi, socialement parlant, d'étendre aussi ce mouvement à d'autres populations. Et d'agir concrètement pour l'égalité salariale et professionnelle. Merci Claire Vallès d'être venue nous éclairer. Vous êtes en charge de l'onboarding manageuse chez Assess First. Et je l'ai bien dit, qu'est-ce que j'ai utilisé comme mot en anglais? Quiet quitting. Et puis vous avez porté aujourd'hui cette question avec ce hashtag Act Your Wage. Merci d'être venu nous rendre visite. Le droit, rien que le droit, Smart et Réglo, évidemment, comme chaque semaine. Et on accueille presque, comme chaque semaine, Étienne Pujol. Évidemment, il va nous parler des seniors. Tiens.
Smart et réglo, le droit, rien que le droit, avec Étienne Pujol. Bonjour Étienne. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, avocat en droit social, cabinet Berilo. Les mesures dédiées aux seniors, alors ça a été un des éléments du débat, puisque la loi portant réforme des retraites a été adoptée. On se souvient du débat sur cette motion de censure, du 49.3, et une critique faite sur l'allongement du nombre de trimestres et le report à 64 ans de l'âge légal. Et par ailleurs, avec un débat en creux, c'est celui du faible taux d'emploi des seniors. Ça, c'était aussi un peu le deuxième débat dans le débat. Oui, tout à fait. C'est un débat qui est essentiel, parce qu'effectivement, après que l'âge légal a été rabaissé de 65 à 60 ans en 81, on a constaté effectivement une baisse du taux d'emploi des seniors, comme on dit, dans les années 80-90. Quand ça a été remonté, on constate, et la DARES a publié une étude en début d'année, qui montre qu'en fait, le taux d'emploi des seniors progresse de nouveau, et que donc, il y a déjà des effets positifs quelque part sur leur taux d'activité. Mais c'est un sujet, notamment pour les carrières longues, qui a été extrêmement prégnant pour les métiers à forte pénibilité, un peu moins pour le commun des mortels, des seniors dans la vie professionnelle. Alors un taux d'emploi des seniors qui a légèrement progressé, il est à 54,6, mais il est un peu en dessous d'ailleurs de la moyenne européenne, si je ne m'abuse. C'est exactement ça, c'est ça le problème, c'est comment faire en sorte que ce taux d'emploi progresse pour venir au niveau de l'Union européenne, voire le dépasser. Et donc il y a des mesures qui existent déjà, et puis il y a une mesure qui a été proposée dans les débats, puisqu'il y a eu débat. Et il y a eu débat. Alors il y a eu débat autour de ce fameux CDI senior, porté par la droite au Sénat, réintroduit pour être précis au sein de la commission mixte paritaire et validé au sein de CCMP, pour être très concret. Validé, mais en creux quand même, on renvoie la balle aux partenaires sociaux, donc qui sont descendus dans la rue jeudi dernier. Ils sont peu dans les bureaux, mais ils sont beaucoup dans la rue. Ils sont beaucoup dans la rue, et surtout on leur demande de travailler, et donc de travailler notamment sur ce CDI senior, pour lequel il y aura une phase d'expérimentation s'ils ne se mettent pas d'accord d'ici le 31 août, et sinon à compter du 1er septembre, il y a une phase d'expérimentation de 3 ans qui va être mise en place pour ce CDI senior, sachant qu'un CDD senior existe déjà. Alors c'est ce que je voulais vous dire, en fait on parle d'un CDI senior, mais il y a déjà une formule de CDD senior. Exactement, alors, comment il depuis fonctionne 15 ans, donc qui est peu connu, qui n'a pas beaucoup été abordé sur les médias, enfin j'ai pas beaucoup de temps à suivre sur les médias, mais on n'en a pas trop parlé, et pourtant c'est une mesure qui existe, alors qui n'est pas extrêmement connue, parce que effectivement le droit commun c'est plutôt le CDI, le contrat à durée indéterminée, mais il existe un contrat à durée déterminée, dérogatoire au CDD classique, qui est spécifique aux salariés de plus de 57 ans, donc les seniors, et qui sont inscrits à Pôle emploi depuis plus de 3 mois. Donc il y a déjà une mesure spécifique pour les seniors. Juste un mot, il permet à l'employeur d'alléger ses cotisations. Qu'est-ce qu'il offre, ce CDD senior Alors non, il ne bénéficie pas de mesures particulières incitatives, ce qui devrait être le cas du CDI. En revanche, il permet de recruter pour une durée déterminée, d'une durée dérogatoire au droit commun, c'est-à-dire une durée qui peut être maximum de 18 mois renouvelable une fois, donc 36 mois, donc 3 ans de CDD, alors que normalement on sait que c'est 9, 12 ou 18 mois. Qui permet d'aller à minima jusqu'à 60 ans. Exactement, pour être porté par une entreprise dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Donc ça implique de dire dans le contrat pourquoi c'est un contrat à durée déterminée, et d'autre part, il faut évidemment le rémunérer au même salaire que quelqu'un aurait été rémunéré en CDI. Alors, vous avez suivi, parce que vous le suivez de près, le Conseil constitutionnel examine ce texte, et justement, il y a des inquiétudes sur ce CDI senior, puisqu'on est dans le cadre d'un projet de loi de finances de la sécurité sociale, et certains disent que c'est un cavalier législatif, tout à fait. Qui n'a rien à voir dans le débat sur la réforme de la sécurité. Exactement. Alors, le principal point d'achoppement, je dirais constitutionnellement, d'après ce que j'en ai lu, c'est l'imposition pour les entreprises de plus de 300 salariés d'avoir un index senior, qui n'aurait a priori pas sa place là-dedans. Sur le CDI, je pense que c'est aussi pour ça que, alors que le Sénat avait mis en place, la droite au Sénat avait mis en place ce CDI, en commission mixte paritaire, ils sont plutôt orientés vers une mesure transitoire, temporaire, et renvoyer la balle aux partenaires sociaux. Donc il appartient aux organisations patronales et salariales de se mettre rapidement autour de la table pour voir ce qu'ils peuvent mettre en place pour favoriser le taux d'emploi des seniors. Taux d'emploi avec une revendication, c'est l'idée de baisser le montant des charges qui pèsent
pèse sur le salaire d'un senior. Exactement. Et les entrepreneurs disent, nous on est prêts, mais baissez-nous les charges. C'est ça le débat. C'est exactement ça. En fait, le CDI, contrairement au CDD, donc, bénéficiera d'une exonération des charges patronales sur l'assurance maladie et les cotisations familiales. Donc ça, c'est un premier point. En contrepartie, en revanche, il faut se souvenir que dans ce projet de loi, lorsqu'il sera promulgué, il y aura une augmentation des charges pour tout le monde de 0,1% sur la part patronale des salaires. Donc il va y avoir un renchérissement du coût du travail pour tout le monde, pour financer ces différentes mesures. Juste un mot avant de nous quitter, vos clients, ce débat des seniors, il les traverse parce que quand on regarde vraiment l'état du marché, aujourd'hui les entreprises ont plutôt tendance à se séparer de leurs seniors qu'à trouver des formules pour les garder, voire les embaucher. Oui, alors c'est paradoxal. J'ai pas mal de sociétés qui sont dans la tech, donc le problème de seniors, ça se pose à partir de 36 ans, donc c'est pas trop. Mais nous sommes des seniors, Arnaud. 36 ans, seniors, terminé, hop. Il faut le savoir, nous sommes seniors. Mais non plus, de manière plus sérieuse, effectivement, dans les entreprises se pose la problématique de comment aborder la fin de carrière des seniors. Et se pose cette question-là de savoir comment on transmet les compétences du senior aux plus jeunes qui arrivent dans l'entreprise et également comment on les accompagne jusqu'à la fin. Et dans les grandes entreprises, on a mis en place par accord collectif des mécanismes de pré-retraite d'entreprise, puisque la pré-retraite dite FNE des années 90 n'existe plus. La fameuse pré-retraite. Oui, la pré-retraite FNE, exactement, la SFNE. Mais en revanche, au niveau des entreprises qui ont les moyens de financer cela, eh bien, ça permet aux collaborateurs dits seniors de partir un peu en soufflé, c'est-à-dire il réduit sa durée du travail contre effectivement un maintien de sa rémunération. Ce qui serait peut-être une solution intéressante, c'est-à-dire d'adapter, de flexibiliser la durée de travail du senior. Exactement. La problématique à laquelle on est confronté, on a vu la contribution de Lalande que les plus anciens connaissent, et qui a été un effet contre-productif extrêmement néfaste au taux d'emploi des seniors, alors qu'il avait pour objectif de protéger le senior. Donc on marche vraiment sur des œufs quand on essaie de protéger une certaine catégorie de professionnels versus une autre. De Lalande, du nom du député ? Oui, exactement. Le fameux député de Lalande, du Loir-et-Cher. Pour ne pas le citer. Merci Étienne Pujol d'être venu nous rendre visite, avocat en droit social. Il y a des enjeux forts autour des seniors et des enjeux constitutionnels, faut-il le rappeler, parce qu'il est inscrit en tout cas dans le texte adopté, mais va-t-il être retoqué, puisque c'est l'expression utilisée? On le saura évidemment dans quelques jours. Merci Étienne, avocat en droit social, cabinet Berilo. On fait une courte pause, on va se tourner vers le marché du travail. C'est l'occasion, à travers la rencontre avec le patron de Proman, de savoir quel est l'état du marché, l'intérim, le travail temporaire, le rapport aux seniors, l'embauche des jeunes évidemment. On fait le point juste après la pause dans un cercle RH qui est un grand entretien aujourd'hui. Le cercle RH est un grand entretien aujourd'hui. Alors avec l'un des leaders de l'intérim et du travail temporaire, on va l'accueillir dans quelques instants. Et grâce à cela, on va faire un état des lieux du marché du travail, la relation aux jeunes, la façon dont les seniors essaient de reprendre le travail. Et puis on va s'intéresser aussi à ce qu'est une entreprise familiale. Et j'accueille Roland Gomez. Bonjour Roland. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Vous êtes venu assez régulièrement sur notre plateau. Vous êtes le PDG de Proman. Pour ceux qui fréquentent des villes, Paris et d'autres, en France en tout cas, Proman c'est une enseigne, un des leaders de l'intérim. Merci d'être là. D'abord un tout petit mot avant de parler d'intérim, avant de parler de vos engagements, du développement de l'entreprise, parce que l'entreprise se développe à très grande vitesse et grossit. Un mot quand même sur votre engagement auprès de cette nageuse Anaëlle Roulet. Oui. Ça c'est intéressant, préparation au JO. Alors non seulement vous l'accompagnez, ça c'est très important pour les sportifs de haut niveau, et puis j'ai vu que vous l'accompagnez aussi sur tout ce qui était vêtements, textiles écolo. Il y a vraiment, au-delà, je dirais, il y a une démarche. Avec Anaëlle, il y a une vraie démarche, effectivement. D'abord, on l'accompagne pour préparer les Jeux Olympiques, et c'est important. On l'accompagne avec des dotations financières, mais pas que. C'est un vrai sujet. Donc, tout ce qui est textile et tout ce qui peut tourner autour et qui peut porter des belles valeurs, on essaie de s'y associer, de lui donner les moyens de le faire. Et puis d'avoir la meilleure préparation aussi pour obtenir une belle place aux Jeux Olympiques. Ça veut dire que vous lui consacrez, vous lui donnez de l'argent pour qu'elle dégage du temps. On est d'accord ? Très clairement, c'est cela. C'est ça, et qu'elle puisse préparer, parce que c'est une des championnes, elle peut avoir une médaille. Elle peut avoir une médaille. Alors on lui donne de l'argent, c'est vrai, mais on lui donne aussi de notre temps, des conseils, et puis, mais comme beaucoup d'autres, du soutien dans cette préparation qui est très importante. C'est le rôle d'une entreprise citoyenne. On aimerait le faire peut-être encore plus, mais ça, c'est une belle action.
Tournons-nous vers l'intérim, le travail temporaire. Ce que j'aime beaucoup dans l'histoire de Proman, c'est votre histoire. Parce qu'il y a beaucoup de très grands groupes qui sont des groupes très capitalistiques. Et ce qui est passionnant dans l'histoire Proman, c'est que c'est une histoire de famille. Alors je connais votre papa, je l'ai croisé. C'est vous qui reprenez évidemment les rênes et qui avez les rênes de l'entreprise. C'est quand même un peu différent, l'entreprise familiale, de l'entreprise traditionnelle où des fonds, des banques ou des capitaux. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait votre force finalement? Arnaud, juste un petit flashback. Donc effectivement, il y a 33 ans, mon père et ma mère créent Proman. Dans un petit village, c'est Manosque, les Alpes d'Haute-Provence. Proman, professionnel de Manosque, mais qui deviendra une marque internationale. Bien sûr, il y avait une double connotation à la création, il y avait de l'ambition. Aujourd'hui, c'est 450 agences en France, 900 dans le monde, presque 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et surtout, vous l'avez dit, un capital 100% familial. Familial, ça veut dire quoi chez nous? C'est 4 personnes, mes parents, mon frère et moi. Alors c'est quoi la différence? La différence, c'est qu'on a un projet à long terme. La différence, c'est qu'on voit plus loin que le bout du nez et donc que notre cours de bourse, parce qu'il n'y en a pas. On n'a pas de pression d'actionnaires financiers, si ce n'est celle de la famille, mais on n'a pas de pression, nous. On travaille pour le plaisir de faire notre métier depuis le premier jour. Et puis on a, pour terminer, cette espèce d'agilité, de prise de décision et des valeurs simples qu'on essaie de transmettre à l'ensemble de nos collaborateurs qui sont internationales: le travail, le respect de la parole donnée, la confiance et le plaisir. Et quand on a dit ça, ça peut être que des mots affichés sur un totem. Ben non, c'est pas que des mots, nous on les fait vivre au quotidien et c'est sans doute une des clés de notre réussite et qui se voit dans nos chiffres. Vous avez des discussions, et on va parler bien sûr du marché du travail, parce que vous avez un regard précis sur ce marché du travail, son évolution, et puis sur les métiers de l'industrie, des métiers manuels, parce que Proman a aussi une spécialité sur ces sujets. Ça se passe bien les repas le dimanche autour d'un poulet frites ou de quelques herbes de Provence, parce que finalement c'est votre conseil d'administration, le repas du dimanche? Mais c'est exactement ça. Le repas du dimanche, ça se passe bien, oui. Parce qu'on a mis des règles, à vrai dire. Parce qu'au début, on mélangeait un peu les genres. Donc, et puis les débuts, on avait plus de problématiques à traiter. Aujourd'hui, on a toujours des problématiques, mais aussi on a des bons sujets. Donc le repas du dimanche, c'est simple. Il y a la casquette de papa, maman et les fistons. Et puis après, s'il faut, on peut prendre l'autre casquette, qui est les dirigeants de Proman et les patrons de l'entreprise. Et il se dit des choses. Et il se dit d'autres choses avec d'autres tons, avec d'autres mots. Et la réussite de la famille, notamment de la mienne, c'est aussi que chacun est à sa place, chacun respecte les valeurs, la culture et l'histoire de l'entreprise, chacun, c'est mon frère et moi, les parents, les fondateurs. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de discuter, bien évidemment. Il faut avoir vu votre père, hein. Il incite le respect quand même, il a une certaine personnalité. C'est vrai, et ça me fait plaisir que vous le souligniez, c'est le capitaine d'industrie, il a créé, il nous a emmenés. Mais voilà, donc on essaye de ne pas mélanger les genres, sinon on parle toujours de Proman. Donc il y a des moments pour la famille et il y a des moments pour les décisions. Et le conseil d'administration, vous en parlez, il se tient autour de la table, dans la cuisine, et pas forcément au 28e étage d'une tour. Avec des gros fauteuils. Et une table cirée. Voilà. On sait faire les deux, à vrai dire, hein, mais on préfère la première version. 31% de croissance, de l'organique et de l'externe, parce que vous ouvrez depuis quelques temps maintenant, hein, vous êtes aux États-Unis, vous avez racheté récemment une entreprise au Texas. Quand même, d'ailleurs, tiens, une question sur États-Unis-France, parce que onboarder des entreprises aux États-Unis, une entreprise française qui va acheter aux États-Unis, bon, d'abord, c'est assez intéressant. Comment ça se passe, l'onboarding? Comment les salariés et les collaborateurs américains vous regardent? Parce qu'on a le modèle social français, on a nos grèves, on a notre système. Ils vous regardent avec des gros yeux ou ils sont contents qu'une entreprise française vienne les racheter? Alors, je me suis posé la question, à vrai dire. Hein. Il y a 6 ans, quand on a mis pour la première fois le pied aux États-Unis, je me suis dit comment on va appréhender la culture américaine et comment surtout ils vont nous regarder. J'ai été rassuré lors de mon premier voyage et lorsque j'ai présenté notre projet aux premiers collaborateurs. Mais j'avais un petit atout quand même. Hein. À chaque fois, ce sont des entreprises familiales, dirigées par là, en l'occurrence, c'était un couple, Paramount Staffing, c'était Matt et Tina. Et de voir Roland et ses parents qui disent on va continuer l'aventure. Oui, parce que les valeurs sont les mêmes. Et il dit alors que ce soit des Français, des Norvégiens ou des Mexicains, l'essentiel, c'est que ils nous respectent et qui nous permettent de grandir et d'avancer et de faire le job le mieux possible.
915 agences, je leur précise parce que vous avez donné ce chiffre, il y a presque 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, l'entreprise progresse plus 31%, mais au-delà de ces chiffres, vous avez fait des paris, parce qu'on a quelques entreprises qui viennent et qui nous disent « fini les agences en physique, nous on va tout faire en numérique, tout va se faire par le réseau, le smartphone, les applications ». Vous faites un pari un peu différent ? Je fais un pari totalement différent depuis le premier jour. Notre métier a été adressé, entre guillemets, par des joueurs digitaux tardivement, oui, c'est vrai. il y a 4-5 ans. Et c'est vrai qu'ils sont arrivés en employant des mots dont on n'avait pas spécialement l'habitude. On va disrupter le marché, on va faire du 100% digital, etc. À date, 5 ans après, je constate, mais c'est mon opinion, certains diront peut-être un peu l'inverse, que les quelques acteurs qui se sont donné les moyens n'y sont pas. Non. Ils ont même essayé de changer le modèle en cours de route, en créant des agences physiques, en inventant des statuts un peu particuliers, et même en allant attaquer le modèle social français avec des auto-entrepreneurs, etc. Je ne suis pas pour. 5 ans après, ils ne me font pas peur. Ils ne me font pas peur parce que nous, on a choisi un modèle qui maintient les agences. On n'a pas fermé une seule agence. Et on a des outils digitaux. Vous avez même créé des agences. Exactement. Et on a des outils digitaux qui sont ultra performants. Donc il y en a pour tous les goûts. Et on s'adresse à toutes les catégories de personnes. Donc certains sont très à l'aise avec le digital et ils ne veulent que ça. Certains veulent voir en agence leurs consultants. On a le choix. Donc on peut s'adapter et vous offrez la possibilité aux clients ou en tout cas aux candidats. Le marché du travail, il est difficile, le marché du travail. Et tout le monde le dit, que ce soit les recruteurs, les agences d'intérim ou tout simplement les entreprises. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Qu'est-ce qu'il vous dit, ce marché du travail ? Flexibilité, équilibre vie pro, vie perso. Est-ce que tous ces sujets-là sont dans vos agences ? Est-ce que vos clients, vos candidats vous le disent ? Exactement, même ils sont là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois que le Covid a été un marqueur important. Il s'est passé un truc pendant cette période du Covid. On a été enfermés chez nous, enfin pour la plupart d'entre nous, on a vécu des situations compliquées. Le rapport au travail a changé. Nos collaborateurs intérimaires et nos collaborateurs permanents ont des exigences qui sont un peu différentes. Appréhender le métier, faire sa mission, mais de manière différente. Savoir pour qui ils travaillent. Dans quelles conditions ils vont travailler ? Est-ce que la société pour laquelle on va les détacher est respectueuse de l'environnement, respectueuse des hommes, etc. Ça, ces questions sont posées ? Oui, alors ça l'était un petit peu, mais alors là, c'est carrément très très fort. Et le collaborateur, puisqu'il y a un peu de pénurie sur le marché, c'est difficile de recruter. Il a la main ? Il a la main et on a un peu inversé les rôles, c'est-à-dire que le collaborateur intérimaire aujourd'hui, il dit « Attends, j'ai le choix ». Donc c'est moi qui choisis. Donc je vais choisir celle qui correspond plus à mes valeurs ou au secteur dans lequel j'ai vraiment envie de m'immerger. Donc ça veut dire que vous avez des clients en bout de chaîne qui vous disent moi je tire la langue, je trouve pas. Oui, alors à ce moment-là, si on identifie quelques axes d'amélioration avec le client, on lui dit quoi ? On lui dit simplement, avec la relation qu'on a, partenariale, monsieur le client, il faut un peu changer ta méthode de recrutement, la manière dont tu communiques, changer peut-être des choses simples, l'accueil, la connaissance de l'entreprise. Nous, chez Proman, on vend une expérience à nos collaborateurs intérimaires. Et il faut qu'elle soit réussie, cette expérience. Donc nos clients doivent jouer le jeu, écouter, et on construit une belle expérience. Voilà. Un focus, parce qu'il y a un débat sur les métiers du tertiaire, mais il y a aussi un vrai débat sur les métiers techniques. Et j'ai envie de dire que ça va presque au-delà même du bouleversement Covid. On a des difficultés à recruter des gens compétents, parce que l'entreprise vous dit je veux le soudeur, je veux le spécialiste en électrotechnique, l'électromécanicien. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous êtes capable de répondre à la demande ? Ou est-ce que vous dites, même nous, agence d'intérim, on n'a pas les moyens de pouvoir trouver les bons au bon endroit ? On n'a pas de baguette magique pour pouvoir répondre à toutes les demandes. C'est exact. Vous venez de prendre un exemple qui est un très bon exemple, on peut l'illustrer. Vous savez, le PR de Cherbourg, ces derniers mois, il y avait des soudeurs américains à 1 500 $ de l'heure. Quand même, c'est un petit peu dommage d'en arriver là. C'est terrible. Conclusion, effectivement, il manque des soudeurs. Et il va en manquer encore plus dans les prochaines années, puisque avec la relance un petit peu, notamment autour du nucléaire, on n'a plus les compétences. Donc on va former. On va former beaucoup, à l'image de Proman, qui investit des sommes très importantes, c'est en dizaines de millions d'euros, pour former les collaborateurs et les faire avancer, les rendre plus employables, plus qualifiés. Je crois qu'il n'y a pas trop... Je crois que
Vous Il y prenez a- le taureau par les cornes, pour le dire un Exactement. peu cash. C'est-à-dire que Exactement. Vous dites, on va mettre de l'argent, pourquoi s'adosser à des centres de formation pour donner envie, alors en l'occurrence des jeunes, et d'ailleurs pas que des jeunes, parce que les seniors en reconversion, ce sont des secteurs d'activité qui sont très dynamiques et plutôt bien rémunérés d'ailleurs. Le secteur qu'on vient de citer est bien rémunéré, mais ils ne sont pas tous comme ça, ceci dit. Mais il faut qu'on leur redonne un petit peu le goût et qu'on leur représente les métiers, et surtout qu'on leur donne une solution d'y accéder. Pas très évident, mais on s'attache tous les jours à faire cela. On prend des jeunes et des moins jeunes, des seniors, des nouveaux entrants, en leur disant « Nous, on a un parcours de formation, si tu veux, tu t'y colles pendant 6 à 8 mois, et à la sortie, on te garantit un job, et un job bien rémunéré, et on te garantit un emploi. » Mais pas pour quelques semaines. Donc vous dépassez vos fonctions initiales d'il y a 33 ans, c'est-à-dire que vous n'êtes pas qu'une agence d'intérim ou un réseau d'agences, vous êtes aussi quelqu'un qui accompagnait dans la formation le candidat qui vient et à qui vous dites mais ça ne te dirait pas de faire une formation parce que j'imagine que ça se passe comme ça. C'est exactement ça. C'est pas plus compliqué que ce que vous venez de décrire. On identifie les personnes qui veulent progresser et on les met sur des parcours de formation. On trouve tout un tas de méthodes pour pouvoir satisfaire nos clients. Nos clients nous aident à ça. Il ne faut pas oublier que nos clients sont demandeurs puisqu'on a le même intérêt. Et cet intérêt, par contre, il a commencé il y a 33 ans. C'est trouver un job intéressant à ceux qui le souhaitent. C'est ça notre métier. J'ai souvent l'habitude de dire, parce qu'on dit intérim, enfin non, maintenant on le dit plus trop, mais... On dit travail temporaire de plus en plus. Ouais, intérim, travail temporaire, mais on fait presque le plus beau métier du monde. Nous, on se lève le matin dans nos agences pour trouver du travail à ceux qui n'en ont pas. C'est fabuleux. À former des personnes qui n'ont pas de qualification pour devenir qualifiées et trouver du boulot. Moi, je fais un métier qui est fabuleux. Voilà. D'ailleurs, en parlant de métier, vous évoquiez le débat du sens, que le marché du travail s'était renversé, que le candidat finalement avait plus de choix qu'avant. Est-ce qu'il y a aussi un débat, et le travail en intérim, il y a déjà 10 ans, on posait cette question, il y avait des salariés qui disaient « mais moi je ne veux pas être en CDI, je vais faire de l'intérim. Parce que je vais bosser 6 mois, je vais prendre un peu plus. » Et puis pendant 6 mois, je vais vivre ma vie et je vais partir à l'autre bout du monde. Et ça s'est vu et ça existe encore. Est-ce que ça s'est accéléré avec la crise Covid? Parce qu'on voit des salariés qui sont de plus en plus dans cette volonté de flexibilité, de gérer leur temps et leur emploi du temps. Est-ce que ça, vous le ressentez aussi? Oui, absolument. On en a beaucoup on en a certains qui ont fait ça et ça s'est accéléré pendant la période Covid. Ouais. Je pense que ça va se ralentir. Mais effectivement, vous pensez que ça va se ralentir? Ouais, je pense que ça va se ralentir puisqu'une fois qu'on a repris un petit peu d'oxygène, profité, cet été par exemple, on a eu des intérimaires qui ont dit moi je prends 3 mois de vacances. Oh, c'est beaucoup, Pierre. Oui, c'est comme ça, je prends 3 mois de vacances. D'où cette pénurie. À un moment donné, on va peut-être un petit peu se calmer et revenir à quelque chose de plus raisonnable. Mais on a aussi des collaborateurs qui choisissent le statut d'intérimaire pour pouvoir travailler aussi 12 mois dans l'année. Et pour pouvoir choisir les expériences qu'ils souhaitent. Et changer donc. Changer. C'est la diversité qui les intéresse. Exactement. Et comme ils ont une force de travail importante et une mobilisation significative, ils sont en confiance et une agence d'intérim promène qui leur garantit du boulot, tout va bien. L'industrie, un mot quand même, parce que le ministre de l'Industrie évoquait l'idée que la France créait de plus en plus d'usines, d'industries. Ça, vous le constatez? Enfin, je veux dire, notre industrie se porte bien ou elle va mal quand même? Franchement. Moi, je crois qu'elle pourrait aller mieux. Elle pourrait aller mieux. Pourrait aller mieux. C'est bien dit. On observe d'autres pays. Je dirais l'Italie. J'y étais il y a pas longtemps. Oui. Ils ont gardé des sites de production, des petites. Il y a plein de PME partout. Il y a de la machine-outil. Il y a du savoir-faire. Et nous, on s'en est un peu débarrassé. Donc, ça prendra du temps. Mais si tous les acteurs sont mobilisés pour recréer, réindustrialiser proprement tant qu'à faire, puisque on a le choix. Je crois que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et l'industrie pourrait aller mieux. Vous le dites d'une manière elliptique. Oui. Ce qui veut dire qu'elle ne va pas si bien que ça. On a des améliorations très très fortes. Copions un peu ce qui s'est passé ailleurs et profitons-en, j'insiste, faisons de l'industrie un peu propre, j'aimerais qu'on en relocalise un petit peu. Oui, qu'on en relocalise. Et c'est vrai que l'Italie a une balance commerciale excédentaire à près de 100 milliards, ce qui n'est pas le cas de la France. Un mot sur les seniors avant de nous quitter, parce qu'on est senior à partir de 45 ans pour l'INSEE, 50 ans pour Pôle emploi. Ces seniors, ils la poussent la porte de vos agences et ils vous disent, moi j'ai fait 30 ans comme plâtrier, j'ai le dos cassé, je ne peux plus bosser. Est-ce que vous avez un emploi à me donner qui me permette de continuer à faire mes points, comme on dit, sans que je souffre au travail? Parce que c'est ça la problématique aussi des agences. Oui, et puis ces seniors, comme on les qualifie, qui ont 45, 50, 55, un petit peu plus, et qui se retrouvent sur le carreau, dans votre exemple, on ne va pas lui reproposer un job de plâtrier, mais on va lui proposer un poste qu'il va pouvoir faire. Et on essaie d'être innovant chez Proman. On a même créé un CDI, un vrai CDI. Ah, vous aussi alors? Oui, alors il y a le CDI
intérimaire, bien sûr. Avant le gouvernement. Et nous, on a fait le CDI aux fins d'employabilité, qui est un CDI spécifique et très inclusif, dont une des populations visées sont les seniors. Et donc, on peut les remettre au travail dans le cadre d'un vrai CDI. C'est rassurant pour un senior, plutôt que d'enchaîner des missions d'intérim. Donc, ça lui donne droit à quoi? Quel est l'avantage de ce CDI? Ça lui donne un salaire mensuel. Ça lui donne un vrai CDI. On prend l'engagement de lui donner son salaire tous les mois, y compris s'il y a des trous dans la raquette. Il n'y a pas de trou d'air, là. Il y a pas... S'il y a des trous dans la raquette, on en assumera les conséquences. C'est le job. Et on se débrouille avec nos clients pour qu'il y en ait le moins possible. Il y a un complément de formation, puisqu'on double le pourcentage de formation. Il y a un accompagnement spécifique. Et ça, c'est Proman qui l'a mis sur le marché quasiment en premier. C'est une loi de 2018 qui existait, que personne n'utilisait vraiment. Et nous, on s'en est emparé. Elle fonctionne. D'abord, elle fonctionne très bien. Et permettez-moi de passer un message à tous et au gouvernement. Allez-y. Ce CDI aux fins d'employabilité est en période probatoire jusqu'à la fin de l'année 2023, depuis 2018. Il faut qu'à la fin de l'année 2023, les parlementaires pérennisent. Il n'y a pas de question à se poser. C'est un CDI de plus. Ne faisons pas de la politique pour de la politique. Il faut le maintenir, c'est important. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Proman a plus de 1000 collaborateurs en CDI aux fins d'employabilité. Mais ça veut dire que le débat très mainstream et grand public sur le CDI senior qui doit être validé ou pas par le Conseil constitue, en fait, tout ça, on peut en faire une boulette et le mettre à la corbeille. Pas vraiment. Ça peut se... Excusez-moi, ça peut se compléter. Tout ça, ça se complète parce que le CDI senior, laissons-le faire. Il a des allègements, il a des aides. Ouais. Moi, mon CDI aux fins d'employabilité, il n'en a pas forcément. Mais il faut une palette d'outils pour pouvoir réintroduire dans le monde du travail le maximum de personnes. C'est pas compliqué. C'est intéressant de vous avoir sur le plateau parce que c'est bien un CDI dont on a vraiment médiatiquement très peu parlé. Non, parce qu'il est... Et j'essaie aujourd'hui d'en parler au plus grand nombre parce qu'on ne veut pas... Certains essayent d'opposer le CDI intérimaire au CDI aux fins d'employabilité parce que certains veulent tuer le CDI aux fins d'employabilité pour garder que le CDI intérimaire. Et la différence, c'est quoi d'ailleurs, pour être précis? La différence, c'est que là, j'ai un CDI droit commun et là, j'ai un CDI intérimaire. D'accord. Avec des trous dans la raquette, là. Oui, enfin, pas forcément, parce que là aussi, il y a une garantie de salaire, mais si vous voulez, c'est l'étape supplémentaire pour tendre vers le CDI et pour finir dans l'entreprise. Regardez, Arnaud, je vous dis, vous avez un CDI intérimaire, ça va vous aller parfaitement, mais peut-être que vous allez dire, Roland, t'as pas un vrai CDI, quoi, le CDI tout court, que je rentre et que j'ai des bulletins de salaire. Qui me donne tous les droits de cotisation, retraite. Tout pareil. Tout pareil. Tout exactement pareil. Donc je prends celui-là. Sauf qu'il n'y a plus le I d'intérimaire. Et attention, je fais de l'intérim, c'est mon métier. Et tout ça est complémentaire. C'est ça qu'il faut arriver à faire comprendre. Après, il y a des gens qui disent « Ouais, mais c'est le CDI intérimaire parce qu'ils ont l'intérêt, ils ne font que ça. » Parfois, c'est mes confrères. C'est vrai. Je crois que c'est bête. Je crois que ce n'est pas une bonne attitude. Je crois que c'est très personnel et que ça ne va pas dans le sens de l'inclusion du plus grand nombre. C'est mon avis. Et je le maintiens et je le dirai haut et fort. Merci Roland Gomez d'être venu nous rendre visite. Et puis on parlera peut-être la prochaine fois de tout ce que vous allez faire, parce que vous allez faire quelques annonces. Alors on ne peut pas les faire ici sur le plateau tout de suite, mais Proman va, je crois, encore se développer si je ne m'abuse. Je ne dis pas de bêtises. Absolument. Mais on en saura plus dans quelques jours, j'en suis sûr. Vous êtes le PDG de Proman, entreprise familiale. Vous allez repartir à Manosque, entreprise familiale française et basée évidemment presque pas dans le monde entier, mais en tout cas aux États-Unis pour le moins. 16 pays. Dans 16 pays, près de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Merci Roland d'être venu nous rendre visite. Merci beaucoup. Et je vous dis bon vent. On tourne une page et c'est Fenêtre sur l'emploi et j'accueille mon invité. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on accueille Clara Leparquier. Bonjour Clara. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Vous êtes la CEO de MTH Coaching et vous avez décidé aujourd'hui de vous emparer d'un sujet très intéressant qui est la manière dont les RH accompagnent les hauts potentiels et les talents. Alors juste d'abord d'un mot, tout le monde sur ce plateau utilise le mot talent. Oui. C'est quoi la différence entre un haut potentiel et un talent ? Alors, chaque entreprise a sa propre définition, mais en tout cas, ce dont on va parler aujourd'hui, on parle souvent des talents haut potentiel. Alors, précisons que ce n'est pas les HPI, comme la série qu'on connaît bien. Exact. Donc, haut potentiel intellectuel. Là, on est sur des hauts potentiels en entreprise, c'est-à-dire qui ont un fort potentiel d'évolution
qui apprennent vite et qui sont repérés comme étant des potentiels futurs leaders ou futurs dirigeants. Donc synonyme de talent et de haut potentiel, en mettant de côté les Oui, HPI. et parfois dans certaines entreprises, le mot talent est utilisé pour parler des collaborateurs de façon générale. C'est très impropre d'ailleurs. Voilà, donc là on est plus sur une partie de ces talents, ceux identifiés comme ayant du potentiel. D'abord, c'est le diagnostic. Comment on les reconnaît? Parce que ça, c'est un débat posé par les RH. Comment on identifie un talent? En tout cas, c'est important de poser des critères et chaque entreprise va poser ses critères, mais il y a quand même des caractéristiques et des compétences communes qu'on va retrouver. Ce sont des personnes qui sont curieuses, qui aiment relever des défis. C'est des personnes qui vont vite et qui vont souvent plus vite que la moyenne, donc elles sont performantes. Elles ont envie d'apprendre, elles ont envie d'évoluer, donc il y a aussi souvent une ambition pour ces personnes-là. Et en fait, elles sont précieuses pour l'entreprise parce qu'elles sont génératrices de performance, de croissance et même d'innovation, parce que souvent, c'est des personnes qui aiment sortir du cadre et qui proposent des choses intéressantes, qui prennent pas mal d'initiatives. Il y a beaucoup d'enjeux autour de ces populations, mais est-ce qu'elles agacent un peu? C'est parce qu'on dit souvent parfois que ces talents ou ces hauts potentiels peuvent d'une certaine manière un peu agacer ou gêner, parce que la France, comme ça, est un peu bureaucratique. Parfois, les hiérarchies sont pesantes. Ça peut agacer, ça va dépendre des personnes. Et des personnalités, d'ailleurs. Et des personnalités, voilà. En tout cas, c'est un risque et c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi au reste de l'équipe. Il faut gérer les égos, les susceptibilités, les individualités. Et ce qui est certain, c'est qu'on peut être très bon individuellement et ça ne veut pas forcément dire qu'on sera bon en tant que leader dans un collectif. Et ça fait partie des questions qu'il est important de se poser quand on veut les faire évoluer, pour se dire vers quel type de responsabilité on les amène. Oui, et au bon moment aussi. Oui, vous avez raison. On peut avoir beaucoup de compétences et de talents et être dans l'incapacité à la fois de transmettre, voire même de manager. Et c'est parfois l'erreur que fait une entreprise. Elle fait monter de la compétence technique, et alors qu'on demande aux managers d'être dans de la compétence humaine. Alors ça, c'est le problème parfois de faire monter certains experts. Et quand on parle des talents potentiels, en général, ils ont un certain nombre de soft skills. Ils cochent quand même certaines cases, mais pas toujours toutes. Et en tout cas, c'est comment on les accompagne si on veut vraiment les faire évoluer. Parce qu'on a plusieurs enjeux. On a un enjeu de rétention, de fidélisation. C'est sûr. En plus, ils sont super courtisés. Donc, si quelque chose ne leur plaît pas, ils peuvent assez facilement partir. Donc, comment je les retiens et comment je les développe et comment je les fais progresser au bon rythme et au bon moment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus les cramer et les faire évoluer trop tôt. Et puis parfois... C'est comme une plante, faut la faire évoluer doucement pour qu'elle arrive à maturité. Il faut en prendre soin et en même temps, c'est quand même des carrières qui sont accélérées, ça c'est une réalité. Donc c'est comment je sécurise ces accélérations et comment parfois je fais un peu patienter s'il n'y a pas tout de suite une évolution possible et que le potentiel, lui... est très impatient. Ça, c'est au manager ou au DRH de pouvoir donner aussi le calendrier, le tempo. Exactement. Quels sont les leviers, pour terminer, qui permettent justement tout ce que vous évoquez? Il y a des outils quand même qui permettent d'accompagner ces profils-là? Oui, alors déjà, ce qui peut être intéressant, c'est de commencer par faire un bilan pour identifier quels sont ses points forts, où est-ce qu'elle se situe, et puis quels sont ses axes de progrès, et notamment au regard des évolutions qu'on veut lui proposer par la suite. Ensuite, avoir un plan d'accompagnement qui est totalement personnalisé, individualisé et qui va tenir compte de ce bilan. Après, c'est intéressant de les exposer aussi à la direction, par exemple, de leur proposer des challenges du style hackathon. Ça peut être aussi intéressant pour les ouvrir, d'aller leur proposer des learning expeditions, d'aller voir d'autres entreprises. Leur ouvrir en permanence, les nourrir. Les nourrir, ils ont besoin de ça. J'ai l'impression que vous me parlez de sportifs, c'est très intéressant, juste avant de nous quitter, Clara, mais de sportifs de haut niveau, en fait. Il y a quand même tout l'accompagnement autour d'un talent et d'un champion, quoi. C'est un peu ça. Il y a un peu de ça. Effectivement. C'est-à-dire soigner ses hauts potentiels et ses talents et savoir bien les faire grandir au bon rythme. Voilà, et en tenant compte de leur écosystème et qu'ils ne sont pas tout seuls dans l'entreprise et rassurer aussi les autres autour et accompagner tout le monde. Merci Clara d'être venue nous rendre visite. Clara Leparquier, CEO de MTH Coaching. C'est la fin de notre émission. Merci à vous, merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Merci à Mani aujourd'hui pour la réalisation qui fait son grand retour dans Smart Job. Merci à Alexis pour le son et merci à l'équipe de programmation, Nicolas Juchat évidemment et Marie. Merci à vous et je vous dis à très très bientôt. J'ai même envie de vous dire à demain. Bye bye.